Qualche mots in lingua nostra, lo colloquio si può fare, evidentemente si farà in francese e in occitan, come diceva Martí, riche de langue. Abbiamo voluto buttare in davant aquel mot, aquel concetto, di autonomia, perché il y a qualche tempo, la tardù, dans les médias français, on s'est parlé qu'il y a eu les négociations qui ont commencé entre le Corse, enfin, la communauté de Corse, l'équipe de Simeoni et le gouvernement français. Ce qui est intéressant, c'est que des écologistes, des socialistes, des communistes et le centre-droit de Bretagne, élegés de la région, en fait un texte commun per demander l'ouverture des négociations per mai d'autonomie per la Bretagne. Et tenez-vous encara, en aquel moment avait sorti l'information que le Conseil régional d'Île-de-France avait comme président quelqu'un de connu, Pécresse, Don Pécresse, qui voulait un transfert des compétences de 40 transferts entre l'État cap à la région. Bon, c'est dit. Et il y a qui nous l'ont dit, mais alors, et les Occitans, on parle toujours des Corses, des Bretagnes, et les Occitans, dès que faisaient, bon, abbiamo dit, allez, nous allons faire un colloquio, et abbiamo l'appelé Occitanie vers plus d'autonomie. Abbiamo convidato donc Rémi Piech, un Narbonnais, historien placonegut, et qui va nous faire qui à Corail. Bon. Nathalie Omader, qui est ici, qui est cargado de, enfin, professeur et agrégée de droit à l'Université de Toulouse, à la faculté de droit donc de Toulouse. Bon, Romier Spetch, as-tu la parole? Merci, Pla. À la bête, et souscrit un peu de faire qui compte sur la décentralisation en France, en prenant des exemples en connaître. Alors, il est traditionnel d'imputer la centralisation de l'administration française à deux figures historiques majeures, Louis XIV et Napoléon Ier, ce dernier étant souvent présenté comme le continuateur de la Révolution française. C'est un jugement, je crois, vrai dans le fond, mais qu'il faut toujours étudier, nuancer. C'est un jugement un peu sommaire. Et les chercheurs ont travaillé pour repérer les nuances et les contradictions qui ont pu avoir lieu sous Louis XIV, aussi bien que sous Napoléon Ier. Alors, Louis XIV, c'est le plus long règne de l'histoire de France, 70 ans. Et on assiste à trois phénomènes de centralisation. D'abord, la réduction des mouvements, des révoltes autour de la Fronde. Il y a eu plusieurs étapes dans la Fronde qui tiennent à la fois de résistance féodale des seigneurs, mais de mouvements populaires aussi, causés par la faim ou par la lutte contre la fiscalité excessive. Ensuite, c'est l'abolition de l'édit de Nantes, c'est-à-dire l'expulsion des protestants ou la volonté de les écraser et de les réduire à la clandestinité, ce qu'ils ont fait dans les Cévennes et ailleurs. Mais enfin, c'est la deuxième chose qui joue dans la centralisation, ça, puisque l'Église était la plus grande administration présente dans toutes les paroisses. Et la troisième chose, c'est évidemment l'arrivée dans les provinces d'agents très puissants de l'État, les intendants. Alors c'est François Ier qui a créé le poste, on peut dire, des intendants, mais c'est sous Louis XIV que les intendants ont été le plus actifs dans le domaine économique pour le Languedoc. Saint-Simon parlait de Basseville, comme le roi et tyran de la province du Languedoc pendant 33 ans, de 1685 à 1718. Et finalement, étant donné que les gouverneurs, qui étaient des nobles et des soldats, ont joué moins de rôle, c'est les intendants qui deviennent importants. Et
on en conclut très souvent avec ces trois tendances à la centralisation qui sont exactes, à une entreprise délibérée de centralisation, alors que sur beaucoup de points, l'État centralisé n'a pas été réalisé à ce moment-là. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs que dans un grand mouvement comme celui auquel nous assistons et qui malheureusement aboutit au fait que nous soyons peu nombreux, il y a des nuances très grandes suivant les régions et pourtant tout est centralisé, c'est le ministre qui vient, il va dans un petit patelin exprès pour montrer qu'il s'occupe de la base, mais en réalité il ne prend pas vraiment sur l'ensemble du territoire artificiel qui est l'Hexagone. Hein. Je crois que ça nous donne à réfléchir. Alors sur cette question centralisation imparfaite, vous avez un dossier dans la revue que je vous recommande, dont je suis abonné depuis très longtemps, de l'Association des professeurs d'histoire et géographie. C'est un certain Marc Vigier, que je ne connais pas, et qui a fait un dossier « Penser et enseigner la monarchie absolue ». Et là, c'est déroulé. Alors, sur les États du Languedoc, puisque c'est de ça que je vais parler un petit peu, il y a un véritable monument qui a été réalisé par Arlette Johanna, qui est décédée malheureusement, et Élie Pélaquier, mais il y a d'autres participants, Durand, Michel, etc. C'est l'école, enfin, la faculté de Montpellier, l'université Paul Valéry, qui montre que les États du Languedoc, que le roi de France a été obligé de laisser subsister au moment de l'annexion en 1271, hein, lorsque le comté de Toulouse est passé sous sa coupe, ces États du Languedoc qui se réunissaient tous les ans pour répartir l'impôt n'ont pas été abolis du tout. Il y avait les États et puis le Parlement, d'autre part, qui souvent a opéré par des oppositions frontales et a été sanctionné aussi frontalement, puisque les parlementaires ont été décapités souvent sous la Révolution ensuite. Donc, les États du Languedoc, c'est un bouquin énorme qui a été publié il y a 3 ou 4 ans simplement et qui n'a pas été, je crois, bien diffusé. Moi, je pense que c'est une référence extraordinaire parce qu'il montre qu'au XVIIIe siècle, les États, l'Assemblée des États, a connu une certaine vitalité qu'il faut souligner en matière de travaux publics et de répartition de la fiscalité par les compois, qui sont des registres fiscaux tenus dans chaque paroisse. Alors que nombre d'études avant cette somme concluaient à la docilité politique de cette assemblée, qui était devenue un organe d'administration royale. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas totalement vrai, puisque dans ces États du Languedoc, vous aviez les évêques, et les grands nobles, les barons, hein, et puis les bourgeois. Et vous savez qu'il y a des gravures sur les États généraux de 1789, c'était comme ça qu'ils siégeaient à Toulouse, des fois à Montpellier, d'autres fois à Béziers, à Pézenas, mais à un moment donné, il y avait le tiers d'État se tenait à ras du sol et les autres étaient sur des gradins et les contemplaient. Alors, il y a eu de nombreuses études, on cite souvent Emmanuel Leroy-Ladurie, récemment disparu, que j'ai bien connu, Georges Frêche, qui a fait là aussi des thèses, mais je crois que c'est le bouquin dont je viens de parler qui fait référence aujourd'hui. Alors je prendrai simplement un exemple, ou deux. Le canal des deux mers. Souvent on dit c'est Colbert, c'est Louis XIV qui a apporté au Midi le canal des deux mers. C'est pas vrai, puisque Colbert, il a fallu le tarabuster un moment. Riquet a dit, oui, grâce au canal, on va éviter le détroit de Gibraltar, c'est géostratégique, et ça va aussi éviter les famines, etc. Pour l'ordre public, c'est bien qu'il y ait ce canal. Il a fini par se décider, mais l'État français, enfin le Royaume, n'a financé qu'à un tiers. Ça, Frêche déjà l'a démontré. Les deux autres tiers, les États ont financé pour un tiers, et Riquet lui-même, qui avait tondu le pays en tant que fermier des Gabelles pendant 20 ans,
a mis toute sa fortune dans le canal. Donc, on peut dire que c'est un instrument, c'est pas un instrument d'autonomie, mais enfin, un peu, puisque ça a permis d'éviter les famines, de transférer le blé aux endroits qui cultivaient la vigne et l'olivier, et inversement. Donc, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ce sont les manufactures de draps. Il y en avait une pas loin, à Bise, il y en avait beaucoup à Carcassonne, et on dit toujours les manufactures royales, parce qu'il y avait une espèce de contrôle, un label du roi. Mais le bouquin de Johanna et Pellacchi montre bien qu'au XVIIIe siècle, ces manufactures n'auraient pas pu fonctionner si elles n'avaient pas eu des exemptions, des subventions consenties par les États, qui étaient beaucoup plus importantes pour elles que le privilège du roi, etc. Et au XVIIIe, les travaux publics se sont portés plutôt sur les routes, qui sont aujourd'hui plus ou moins difficiles et paralysées, mais enfin, ça remonte surtout au XVIIIe siècle. Alors, si vous voulez, on a eu un basculement des analyses historiques. Depuis les années 80, on a presque l'impression que la monarchie dite absolue est décentralisée, il ne faut pas quand même exagérer, mais enfin, on a reconnu aux États, et toutes les provinces n'avaient pas des États, des droits qui étaient qualifiés par le roi et sa cour de privilèges, et que les États considéraient comme des droits. La notion de privilège est polysémique. Alors, il y a eu évidemment des à-coups. L'édit de Béziers de 1632, vous savez qu'en 1632, la révolte qui commence à la fronde de Montmorency, gouverneur du Languedoc, s'est traduite par la décapitation de Montmorency dans la cour du Capitole à Toulouse, en présence du roi et de Richelieu. Il y a toujours une plaque. Oui, il y a toujours une plaque que les vieux Toulousains, j'avais dans ma famille des vieux Toulousains, ils évitaient de marcher sur la plaque. Ils se déviaient. Je l'ai vu faire, ça. Tellement le respect de cette... Et oui, comme circonstance, c'est extraordinaire que le roi et son premier ministre soient descendus exprès pour assister à l'exécution de Montmorency. Il a été décapité, d'ailleurs. C'est une chose qui ne se faisait pas trop à l'époque. Mais ensuite, l'édit de Béziers a repris la désignation des représentants aux États, tous désignés par le roi, et il a imposé un impôt royal qui a dû être rapporté en 1649. On est revenu à l'état antérieur. Et les États du Languedoc ont été des partenaires, on peut dire, de la monarchie, subordonnés, mais dotés d'éléments autonomes. Et alors, tu peux dire le territoire composait ces États du Languedoc, s'il te plaît? Ben, le Languedoc, il allait depuis Montauban à l'Ardèche actuelle, et en prenant une grande partie du sud du Massif central. C'était la plus grande province de France. Et aujourd'hui, l'Occitanie est d'ailleurs la plus grande région de France, je crois, non? Avec l'Aquitaine, je crois. Oui, enfin, il y en a d'autres. Bon, alors ensuite, une deuxième crise survient entre 1750 et 1752 parce que les États ont refusé d'installer l'impôt royal du 20e, qui était que le roi voulait élargir à la noblesse d'ailleurs, et les États ont refusé. Et ils ont été suspendus. Et il y a eu une campagne, notamment le père de Mirabeau, le marquis de Mirabeau, provençal, a fait un mémoire sur les États provinciaux qui a été inséré dans son livre philosophique qui s'appelle L'Ami des Hommes en 1758. Et l'archevêque de Narbonne, qui était le président des États du Languedoc, a été content de ce travail où il y a une citation « Il n'y a qu'un pas de l'obéissance aveugle à la révolte ». Et donc les États sont entre les deux. Et les États ont été tellement contents qu'ils ont envoyé à Mirabeau le monument qui est l'histoire du Languedoc par De Vic et Vessette, qui est connu il y a je ne sais pas combien de tomes. Je ne me suis jamais payé parce qu'il est trop cher, parce que les privats l'a réédité, mais en fait c'est un très beau bouquin. Alors ensuite, le pouvoir des intendants s'affaiblit, la monarchie a géré directement
ou en continuant de contrôler les États par des systèmes de clientèle, je n'ai pas le temps de développer. Alors maintenant, la Révolution et l'Empire. Eh bien, la Révolution a été, on l'oublie souvent, marquée pendant quelques années par un effort de décentralisation, parce que les intendants étaient supprimés et les préfets n'étaient pas encore créés. Alors on a mis en place les conseils généraux et les directoires de départements élus, et on pouvait penser qu'une certaine décentralisation pourrait arriver. Ça a duré 2-3 ans, parce qu'après la guerre est arrivée en 1792, et elle a abouti à la domestication complète de ces organismes. Et les pouvoirs centraux ont envoyé des représentants, c'est les fameux représentants en mission, avec des plumets tricolores, et qui étaient quand même des députés à la Convention. Hein. Et puis Bonaparte, dès le coup d'État du 18 Brumaire, en 1798 ou 99, mais ne t'oubliez pas, attention, vous me surveillez de près maintenant. Bonaparte a mis à la tête des départements les préfets, investis de sa seule confiance et centralisant tous les pouvoirs. Les conseillers généraux étaient complètement sous la tutelle des préfets, ça a duré jusqu'à il y a peu de temps. Alors, il faut remarquer que les départements qui ont été créés en 1789, ils ont subsisté depuis 230 ans dans la même configuration, malgré beaucoup de critiques et de projets de suppression, et ils sont toujours là, les départements, et les communes aussi, qui sont les anciennes paroisses. Et vous savez que pour créer un département, on a essayé quand même de faire des ensembles cohérents en additionnant des évêchés, souvent, et puis également en tenant compte des communes, évidemment, qui étaient la cellule de base. Et la liaison avec le chef-lieu, la fameuse loi, enfin la fameuse doctrine il fallait pouvoir arriver au chef-lieu en une journée à cheval. C'est pas vrai d'ailleurs, puisque la Haute-Garonne, c'est pas loin, il faut plus d'une journée pour arriver de Saint-Béat à Toulouse, dans le système, enfin les chevaux, bien entendu. Alors voilà pour les périodes anciennes. Au XIXe siècle, je vais aller vite, je ne veux pas manger le temps. Un quart d'heure. Bon. La centralisation introduite par Napoléon a subsisté sous tout le régime. Le seul bémol, c'est la loi municipale de 1884 qui donne des pouvoirs aux maires et aux conseils municipaux, mais sous la tutelle étroite des préfets. C'est-à-dire que tous les budgets sont épluchés et ne sont pas forcément avalisés. Et le nombre de suspensions, Féroul lui-même a été suspendu à plusieurs reprises. Et on peut relever que le maire est à la fois le représentant de la commune, mais il est le représentant de l'État. La preuve, c'est l'écharpe tricolore. Hein. Il a un statut ambigu, ce maire. Et tout de même, des regroupements ont été mis en place, mais ce sont des regroupements techniques, on peut dire. Hein, pour répercuter, ce n'est pas pour décentraliser, ni même déconcentrer, mais pour répercuter les décisions. Alors, je ne vais pas tout citer, mais la justice, il y a 27 ressorts de cours d'appel, l'enseignement, il y a 17 académies, le rectorat, les régions militaires, il y en a 18, mais ça, c'est sur la carte. Mais tout est centralisé. Et ça va jusqu'aux régions postales, les eaux et forêts, etc. L'agriculture, et les régions agricoles, mais ceux qui n'ont jamais eu de consistance, c'était les départements qui géraient l'agriculture. Et ces ressorts empiétaient les uns sur les autres, etc. Donc il n'y avait pas... Alors, ceux qui ont lancé peut-être au 19e l'idée de région, ça a été les géographes. Et deux grands géographes ont publié des pages intéressantes sur les régions. Élisée Reclus, qui était d'ailleurs très à gauche, même anarchiste, et Vidal de la Blache, qui n'était pas anarchiste du tout, lui, mais enfin, ils ont développé l'idée des régions et découpé la France en régions. Par exemple, Vidal de la Blache a fait la carte de la région Occitanie actuelle, enfin, ou en tout cas de la région Midi-Pyrénées. Il avait défini 17 régions. Pendant la guerre de 14-18,
Clémentel, qui n'est pas Clémenceau, c'est Clémentel, ministre du Commerce, a défini les régions économiques à partir des chambres de commerce avec des conseils consultatifs par région. Celui de Toulouse a été animé après la guerre de 14 par Lagardelle, qui est devenu pestiféré parce qu'il a fini chez Pétain, mais qui au départ était à l'extrême gauche du Parti socialiste de Jaurès. Mais dans les années 20, Lagardelle a fait un travail intéressant sur la consistance économique des régions. Et l'identité économique prévaut à ce moment-là. Alors maintenant, à partir de Vichy, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce sont les études de mon ami et collègue Jacques Poumarède de Toulouse qui prévalent. Il a montré que les préfets qui sont chargés évidemment d'appliquer le pouvoir vertical ont parfois mis en place des institutions qui étaient des esquisses de décentralisation. Bon, alors vous savez que Vichy, il y a un mélange très difficile à démêler du passéisme, du folklore. Pétain est venu à Toulouse, il a été reçu aux Jeux Floraux, dont il est devenu le protecteur. Et puis, à côté de ça, il y avait une tendance modernisatrice avec la planification, la répartition des ressources et l'intervention de l'État constamment, mais c'était dans un contexte de pénurie et d'occupation, enfin de relais de la puissance nazie qui collaborait, enfin, avec laquelle il fallait collaborer. On peut noter que l'appellation préfets régionaux apparaît en 1941 et le mot décentralisation est parfois employé, mais là c'est une déconcentration et pas autre chose. Et le préfet de Toulouse, qui s'appelait Chenot de Leyrit, a créé, il s'en est sorti parce que comme il n'était pas assez autoritaire et collabo, il a été débarqué 5 ou 6 mois avant la libération, ce qui fait qu'il n'a pas été trop inquiété à la libération. Il a créé un bureau du régionalisme avec 5... c'est pas grand-chose, ça, si vous voulez. Et il s'est occupé de développer la montagne, avec les chantiers de la jeunesse qui étaient dans la montagne et qui permettaient de faire quelques équipements, mais enfin, c'est pas consistant. Alors, à la Libération, et ça on le cite beaucoup plus souvent, ce sont les commissaires de la République qui ont été installés et qui sont des super-préfets pour coordonner l'action des préfets départementaux, parce que les pénuries n'avaient pas cessé, et puis on redoutait certaines dissidences. Et vous connaissez, c'est bien connu, à Toulouse, des bruits ont couru qu'une république rouge était en train de s'installer à Toulouse parce qu'il y avait des maquis FTP, communistes, etc. De Gaulle est descendu pour tirer les oreilles de Ravanel, etc., les chefs de la résistance. Mais le préfet de région de Toulouse, le commissaire de la République, Pierre Berthaud, alors lui, il a fait quelque chose qui ne s'est pas fait ailleurs. Il a mis en place un conseil économique régional de 45 membres, avec des élus, des syndicalistes, des experts, etc. Et un de ces experts, enfin, c'était le président du conseil général de la Haute-Garonne, un certain Vincent Auriol, ça vous dit quelque chose. Ensuite, il a été président de la République. Dans la première séance de ce conseil, il dit ceci: la région est la cellule vivante du pays et doit recevoir une assez large autonomie. Vincent Auriol. Seulement, à la fin de 1946, les crédits ont été coupés, non, à la fin de 1945, donc sous De Gaulle, ont été coupés, et le 26 mars 1946, les commissaires de la République ont été supprimés. Donc pendant 2 ans, il n'y a plus de commissaires de la République. Et c'est en 1948, pour des raisons d'ordre public, avec le gouvernement Schuman et Jules Moche, ministre de l'Intérieur, qui n'a pas laissé toujours de bons souvenirs, et il a fait voter la loi sur les préfets régionaux qu'on appelle les IGAM. Alors c'est que ça a commencé la mode des sigles. Ça veut dire inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire. Et donc, un de ses premiers IGAM a été Émile Pelletier, qui a été ensuite ministre de l'Intérieur de Gaulle. Et il avait une vision régionale. Il réunissait les préfets. J'ai vu arriver mon ami Sier de Fleury, d'Aude, Pérignan. Et donc,
des départements considérés, des 7 départements. Il n'y avait que l'Aveyron qu'on avait laissé un peu à Montpellier à ce moment-là. Alors, bien sûr, les lois importantes viennent ensuite et sont au départ des, comment dirais-je, des autonomies, c'est pas des autonomies, c'est des constructions ayant pour but d'alimenter le programme du plan, qui était à ce moment-là, que De Gaulle considérait comme une ardente obligation. Et donc on voit apparaître des comités d'action économique, des comités d'expansion économique, mais ce sont tous des organismes d'études, de conseil, de concertation, mais pas vraiment d'autonomie. Alors il faut une loi un peu plus consistante, c'est en 1964. On institue les préfets de région et on nomme les CODER, qui sont des commissions. Alors, une commission, hein, bon, Clémenceau a dit que quand on voulait enterrer un problème, il n'y avait qu'à constituer une commission, ce n'est pas le cas, quand même, il ne faut pas capable d'exagérer. Une commission de développement économique régional. Seulement, si on étudie la composition de ces CODER, vous avez un quart des membres sont désignés directement par le préfet, arbitrairement, 25% par les chambres d'agriculture, de commerce, les conseils généraux, les syndicats. Alors, des pressions étaient possibles. Hein, et puis, il n'y avait que 25% d'élus, proprement dit. Et les élus ont représenté quand même 40% des CODER, parce qu'il y en avait qui étaient en même temps représentants des syndicats. Les réunions étaient seulement consultatives. Pour la région de Toulouse, le premier président a été Maurice Faure, qui était un radical très modéré, mais quand même d'opposition à l'époque. Et il a fait faire des études utiles, intéressantes. Mais c'était le préfet qui gardait toutes les possibilités sur les choix d'équipements qui ont été faits. Alors, en 1972, la loi du 4 juillet a créé la région comme établissement public à vocation spécialisée, avec un conseil régional et à côté un conseil économique régional. Donc, et alors, c'est assez intéressant de voir le début. Hein. Le conseil régional par ses délibérations, le conseil économique et social par ses avis, et le préfet de région par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, c'est-à-dire tout, le vrai pouvoir, concourt à l'administration de la région. On voit très bien comment tout à coup, c'est Njimbo et c'est fort. Le préfet. C'est pas un conseil général élu au suffrage universel. Non, pas encore. Attends, espérons. Le préfet est donc à l'amont et à l'aval des propositions. C'est un simulacre de décentralisation. Alors, c'est ce qui a motivé Robert Laffont à fonder le comité occitan d'études et d'action, le COEA, en 1961, a publié un grand nombre de bouquins et toujours dans des éditions bien diffusées, et donc la révolution régionaliste pour l'Occitanie avec Alcouf qui s'excuse et Lagarde qui est décédé. Donc il a fait émerger des notions qui nous nourrissent toutes nos actions d'occitanistes, c'est-à-dire le sous-développement régional, le colonialisme intérieur et l'autonomie nécessaire des régions. Alors j'ai relevé, parce que ça c'est un des premiers bouquins que j'ai acheté en 1966, il est de Pierre Mendès France, qui n'est pas un régionaliste acharné, hein, c'est la République moderne, c'est son testament politique, déjà. Et bien, il était très actif, et je relève cette phrase. Il ne sera plus, dans le projet de région qu'il avait formé, nécessaire de remonter à Paris comme c'est le cas aujourd'hui. Pareille décentralisation impliquera une large dose d'autonomie dans l'emploi des fonds et dans les critères d'attribution. Donc on voit que la notion d'autonomie n'était pas étrangère à cet homme admirable, parce qu'il n'a pas cherché le pouvoir pour le pouvoir, il a cherché à apporter des idées à la gauche de l'époque. Et donc c'est important. Alors pour la région Midi-Pyrénées, on peut citer aussi quand même, j'y tiens, même si le temps manque, Alain Savary, qui a été le premier président de ces régions, je dirais, insuffisantes, enfin, déshéritées, mais enfin, il s'est occupé, il était lui-même économiste, il a observé que les impôts locaux en France représentaient 20% contre 60% en Allemagne et 50% en Suède, on y reviendra. Et il a cherché à donner des orientations politiques solides. Il a requis
des avis multiples dans l'économie et dans l'université qui ont abouti à un livre entier qui s'appelle « Un avenir pour Midi-Pyrénées » que j'ai. Et il a attaqué, donc, avec un projet de création de 100 000 emplois. Il avait dénoncé le sous-emploi. Et le préfet régional l'a rejeté violemment. Il a dit « Vous me présentez une planification totalitaire digne des pays du Comecon ». Le Comecon, c'était l'organisation faite par Staline des pays de l'Est, on disait. Alors, il a réussi quand même, Savary, de faire appliquer une seule réforme d'ordre régional, c'est l'IRDI, qui existe toujours, c'est l'Institut alors le R, je ne me rappelle pas, de développement industriel, c'est une banque régionale, si vous voulez, pour collecter cette épargne régionale et la diriger vers les entreprises locales, parce que j'ai aperçu que le fric partait à l'extérieur de la région, et donc il a incarné lui-même, Alain Savary, que j'ai eu la chance d'approcher pendant un temps assez court, mais de façon très proche. Et il a incarné l'idée régionale avant même que les régions soient dotées d'une autonomie. Alors bien sûr, ce sont les premières lois de décentralisation véritables, ont été votées en 81 et surtout 82, avec Gaston Defferre et François Mitterrand. Mitterrand étant d'ailleurs très prudent, parce qu'il avait présidé le département de la Nièvre pendant très longtemps, il était réticent envers les régions tout en voyant qu'il fallait les établir. Alors, vous savez que cette décentralisation qui a concerné les régions, les départements et les communes revenait à l'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre et de l'État sur ces collectivités, normalement. Le maintien de toutes les structures d'administration, c'est là qu'on parle de millefeuille, et des compensations financières. Mais donc, il y a quand même des transferts de compétences importants. Bon, vous savez, pour l'enseignement, le primaire était des ressorts des communes, les départements ont fait les collèges, et les régions, les lycées, il y en avait besoin parce qu'ils tombaient en ruine. Et les universités, c'était l'autonomie des universités, mais il n'y avait pas de pognon. C'était l'État qui distribuait le fric. Donc le budget était entièrement contrôlé par l'État. Il a fallu des années pour que les universités arrivent à créer un budget à elles. Et la première élection des régions au suffrage universel n'a eu lieu qu'en 86. Vous voyez, déjà le décalage renseigne beaucoup. C'est Marc Sancy, le maire de Rodez, qui a été le premier président, jusqu'en 1998, où, il faut le dire, il a préféré, dans un contexte difficile, puisqu'il y avait égalité entre la gauche et la droite, il a préféré accepter que Malvy, socialiste, devienne président, plutôt que de s'allier comme Blanc, Jacques Blanc, et d'autres, Millions, et il y en a eu plusieurs, avec le Front National, ce qui était quand même à ce moment-là grave. Donc, je crois qu'il faut le citer. Donc, de 2004 à 2010, moi j'ai vu fonctionner le conseil régional, puisque j'étais moi-même conseiller régional, et Martin Malvy, qui avait commencé sous Savary à s'occuper des affaires culturelles. Et c'est l'époque aussi où, en tant que maire de Figeac, il a fait beaucoup de choses pour cette petite ville. Et Martin Malvy a donné un essor important à plusieurs choses, notamment les universités et l'interpénétration de l'économie par les études universitaires, et le réseau ferroviaire aussi, qui était toujours très suivi par Malvy. Donc, en 2015, c'est la réforme Hollande qui réduit à 14 et qu'on a évidemment présenté comme simplement un redécoupage électoraliste. Je sais que l'appellation Occitanie a fait l'objet de beaucoup de polémiques. C'est la petite Occitanie. Nous savons tous que l'Occitanie, la vraie Occitanie, elle est beaucoup plus grande que la petite Occitanie, mais en attendant, le nom Occitanie est impégat. Et comme je faisais partie de la commission, on m'avait nommé en tant qu'expert, là, je suis peut-être un peu pour quelque chose, puisqu'il y a eu des débats extrêmement importants sur cette dénomination. Il y en a même qui avaient proposé d'appeler la région chocolatine. Vous pensez Bon, ça a été écarté de suite, mais enfin, c'est arrivé.
Alors, la conclusion, si vous voulez, c'est que l'idée régionale et l'idée de l'autonomie n'est pas née par hasard. Elle s'est forgée en parcourant un chemin encombré d'obstacles qui se sont accumulés toujours. Et les difficultés actuelles de l'État français, qui sont patentes aujourd'hui particulièrement, et même de l'Union européenne, hein, puisque beaucoup d'États sont en crise aussi, inclinent à penser qu'une préhension des problèmes et leur traitement à une échelle plus proche des citoyens et des travailleurs pourra au moins permettre de les analyser, ces problèmes, et de dégager les solutions nécessaires. J'ai peut-être un peu dépassé, mais je le regrette. Merci. Merci beaucoup.